Journée spéciale, émission spéciale à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer ce 4 février 2022. Sud-Ouest et TV7 s'associent avec le CHU de Bordeaux pour mener une opération spéciale destinée à tous nos téléspectateurs, nos lecteurs. Vous avez été nombreuses à nous écrire en amont pour poser des questions. De fait, au-delà des 2 rendez-vous qui étaient programmés et que vous pouvez retrouver en ligne sur TV7, sudouest.fr et regarder effectivement ce que nous avons pu dire des cancers pédiatriques, mais aussi dans une autre émission des cancers du pancréas ou du cancer colorectal. On va avoir un moment spécifique maintenant pour répondre à toutes les questions que vous avez posées d'un peu partout de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons évidemment fait une sélection avec une précision que l'on doit aussi aux 2 professeurs qui nous accompagnent pour répondre à vos questions. Nous avons volontairement écarté les questions qui étaient trop personnelles. On peut que vous inviter évidemment à vous retourner vers les personnes qui vous suivent ou les personnes qui suivent les amis, les parents qui vous avaient amené à nous poser ces questions. Donc je disais, on a beaucoup de questions et on a 2 personnes pour répondre. Vous les avez peut-être déjà rencontrés, vus, découverts et découvertes dans notre émission spéciale sur les cancers de mauvais pronostic, ces cancers qui font peur, comme on l'avait intitulé, puisque c'est Véronique Vendrely, qui est professeure, oncologue, radiothérapeute au service de radiothérapie au CHU de Bordeaux. Ça n'a pas changé. Et merci d'être là. Merci sincèrement de prendre du temps. Vous aussi, professeur Jean-Frédéric Blanc, oncologue digestif, service d'hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive au CHU de Bordeaux, avec qui on mène cette journée. Nous sommes ravis de le faire et je crois, je peux vous le dire, que nos lecteurs, internautes et téléspectateurs le sont, puisqu'ils ont été, je le répète, très nombreux à envoyer des questions. On les prend dans l'ordre qui était celle de leur arrivée. Pour vous, professeur Vendrely, Sylvie nous indique, alors évidemment, on ne va pas donner les noms de famille, hein. Sylvie nous indique avoir elle-même un cancer. Elle se pose une question, elle n'est pas la seule. Beaucoup de gens nous l'ont posée. Y aura-t-il un jour un vaccin contre le cancer? En fait, il y en a déjà. Ah. Alors, il n'y a pas un vaccin unique contre le cancer, mais il y a des virus qui peuvent donner des cancers. Je pense par exemple au papillomavirus, oui. Qui est responsable des cancers du col de l'utérus, des cancers du canal anal, mais également de certains cancers du larynx, du pharynx, de la cavité buccale. Et c'est pour ça qu'il y a une vaccination qui est développée, qui est la vaccination anti-HPV, et qui est proposée aux jeunes filles et également aux jeunes garçons entre 11 et 14 ans. L'idée, c'est de commencer avant le début de la vie sexuelle. Alors, il y a d'autres précisions, on peut le faire aussi un petit peu plus tard, mais ça, très clairement, et dans les pays qui ont commencé ça, comme l'Australie, la Suède, l'Angleterre, qui a commencé ça il y a beaucoup plus longtemps, on voit une diminution d'incidence des lésions précancéreuses et même des cancers. On pourrait éradiquer ces cancers avec cette vaccination. Dans ce contexte actuel qu'on peut regretter, et j'en fais partie, qui n'est pas toujours favorable au vaccin, quel est le taux justement de vaccination par rapport à celui-ci? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'on a encore beaucoup besoin de prévenir, d'inciter, d'inviter à le faire? Alors effectivement, hein, c'est difficile pour le moment et on n'a pas encore des taux de vaccination qui sont suffisamment importants. Donc voilà, c'est aussi bien sûr le but du message que de faire entendre. Voilà, on peut éradiquer ces cancers si on vaccine. L'âge des gens concernés et on peut aller chez son médecin traitant? Tout à fait. Hein. Donc les jeunes filles entre 11 et 14 ans et les garçons, pareil, entre 11 et 14 ans. Chez les garçons, on peut même aller un petit peu plus loin et on peut avoir même ce qu'on appelle des stratégies de rattrapage chez les jeunes hommes qui sont homosexuels parce qu'il y a un risque plus important chez eux. Bon, le vaccin contre le cancer en général, on le met dans les vœux pieux de cette journée mondiale contre le cancer pour les années à venir? Alors, contre le cancer en général, oui, et puis c'est pas comme ça que ça va se passer. Après, sur les vaccins thérapeutiques, ouais. Là aussi, il y a tout un développement avec une idée qu'on va aller cibler en fait certains antigènes spécifiques de la tumeur, peut-être même du patient, et développer un vaccin qui est vraiment appliqué à la tumeur et aux patients. Et donc là, il y a des développements, il y a des essais, il y a déjà des résultats qui sont encourageants dans les cancers du poumon, dans les cancers de l'ovaire, dans les mélanomes, et probablement là aussi que pour le coup, la technologie avec ARNM qui a été développée pour le Covid, alors elle était déjà en recherche dans les cancers, elle va bénéficier de tout ce qui a été fait à l'occasion du Covid, puisqu'il y a eu un énorme progrès de ce point de vue. Et beaucoup de gens concernés. Professeur Blanc, on va parler des cancers digestifs. Est-ce qu'ils peuvent avoir une origine génétique? C'est Viviane qui nous pose la question. Et si oui, que doit-on rechercher et quand? Alors la réponse est oui, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais en particulier dans le cadre du cancer du côlon, certains cancers estomac, intestin grêle, dans environ 10% des cas, on peut être amené à trouver une cause
génétique, c'est-à-dire une anomalie qui va favoriser l'apparition d'un certain nombre de cancers et pas uniquement des cancers digestifs. Donc il existe plusieurs types d'anomalies. En règle générale, ce sont des cancers qui surviennent chez des personnes plus jeunes. Et donc, quand un cancer survient chez une personne jeune, alors tout dépend à quel âge on fixe la limite de la jeunesse, mais on va dire à moins de 50 ans, on peut considérer qu'il y a potentiellement un facteur génétique à rechercher. Donc, on conseille de rencontrer un spécialiste qu'on appelle l'oncogénéticien qui va pouvoir faire une enquête dans la famille, qui va pouvoir faire une enquête à partir de prélèvements sanguins et déterminer s'il y a un risque. L'objectif étant pour la personne, mais également pour la famille, parce que ce risque peut être transmis si c'est génétique, et donc un dépistage doit être fait dans la famille. Pour bien comprendre, et pour les gens qui nous suivent et qui ont été nombreux, et je répète, à nous écrire, c'est à eux d'engager ce process, ou est-ce que c'est plutôt les médecins qui s'occupent du malade, qui vont leur conseiller de l'engager ? C'est le médecin qui engagera la démarche et qui proposera cela. Mais si le médecin ne le propose pas, les patients peuvent très bien dire « Docteur, est-ce que vous pensez que ça peut être génétique ?» À ce moment-là, on l'orientera vers le spécialiste d'oncogénétique. Docteur Vandrely, on se rappelle que dans la rencontre qu'on a eue ensemble et qui était bien riche autour du cancer colorectal, vous aviez montré les causes et les facteurs. Il y a une question justement qui vient de Fabienne, qui est diététicienne, donc vous allez comprendre que la question n'est pas innocente. Elle dit quel est le rôle de l'alimentation dans la prévention, voire dans le traitement ? Alors, dans la prévention, c'est très clair, effectivement. On en a parlé tout à l'heure. C'est augmenter notre ration de fruits et légumes, diminuer plutôt la viande. Il y a aussi l'importance de l'activité physique qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, qui participe à la diminution du risque de cancer. Et c'est vrai pour tout un tas de cancers. Donc, 30 minutes par jour d'activité physique, ça peut être une recommandation. Tout à fait. Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être aller au travail en vélo. C'est pas forcément dans une salle de sport. Mais enfin, l'idée, c'est d'avoir une activité qui vous plaît. C'est comme ça qu'on y arrive. Sur la prévention, on peut même mettre, non pas de façon ludique, mais il y a des questionnaires en ligne que vous conseillez. Alors, si vous voulez aller plus loin, il y a déjà la fiche repère nutrition qui est sur le site de l'Institut national du cancer. Donc, c'est 1K, INCA. On mettra ça peut-être en ligne, j'imagine. Et ils ont également conçu un petit test qui vous permet de tester vos facteurs de risque et votre risque de cancer. C'est très ludique et je vous le conseille. Bien, on va tous le faire et vous pouvez déjà aller sur le site INCA, il est très facile à trouver. Allez, une question d'une étudiante en médecine, comme quoi on répond à pas mal d'interrogations. Je vais poser à vous, professeur Blanc, l'oncologie médicale est-elle une spécialité d'avenir de nos jours ? Alors, étant oncologue, je vais dire oui, je ne vais pas lui faire renoncer à une carrière d'oncologue. Non, c'est extrêmement important. D'une part parce que, comme vous l'avez dit, c'est une maladie qui est fréquente, c'est une des premières causes de mortalité dans le monde, et donc il y a besoin évident de médecins pour soigner ces patients, sachant que, on l'a vu tout à l'heure, la prise en charge est quelque chose qui prend du temps, parce qu'il y a l'accompagnement du patient, et donc il faut un encadrement médical important pour bien soigner les cancers. Et puis, actuellement, il y a quand même un bouleversement dans les traitements du cancer. Beaucoup de nouveaux traitements qui apparaissent, une meilleure connaissance de la biologie des cancers, et cela n'a vraiment rien à voir avec ce que l'on faisait il y a 20 ans, quand j'ai pu commencer, ce que l'on fait maintenant. On a des traitements qui sont tout à fait fascinants, beaucoup plus ciblés. On a parlé des vaccins, c'est l'immunothérapie. Maintenant, on arrive à ce que l'organisme lui-même attaque la tumeur. Donc, l'avenir est certainement beaucoup plus clair qu'on ne pouvait l'imaginer il y a quelques années. Donc si Meïssa est en direct avec nous, elle est invitée à poursuivre ses études de médecine et s'engager en oncologie. C'est juste une parenthèse, c'est pas pour faire le débat là-dessus. Vous avez parlé de moyens. Nous, on a régulièrement ici sur ce plateau et sur nos conférences ou dans les pages de Sud-Ouest des questions sur le souci de trouver son médecin en milieu rural. Est-ce que sur la thématique et la nôtre aujourd'hui, est-ce qu'on a aussi un problème de ressources et est-ce qu'on manque aujourd'hui d'oncologues, de radiothérapeutes ? Est-ce qu'on a des soucis de ce type ?
Moi, je dirais que oui. D'oncologue, oui, je te laisserai répondre pour la question radiothérapie, mais il y a un certain nombre de structures dans la région que je ne vais pas citer, mais qui sont actuellement... Nous, on les cite régulièrement. On peut citer la Charente 16, par exemple. On va citer la Charente 16 ou 17, dans lequel certains secteurs ne sont plus en mesure d'accepter des patients et de traiter des patients avec cancer. Donc oui, ce problème existe sur le plan médical, radiothérapie. C'est vrai en général. Okay. Et puis, effectivement, on voit quand même, on est en plus dans un bassin de population avec une population qui vieillit, donc une incidence des cancers qui est élevée. Et aussi, et là pour le coup, c'est quelque chose qui est très positif. En fait, on guérit de plus en plus de patients où on va avoir des traitements qui permettent de les suivre longtemps. Alors, ils ne sont peut-être pas guéris dans le sens où on peut vous dire, voilà, maintenant c'est fini, on n'a plus besoin de revoir, mais ils vont être dans une phase finalement chronique de la maladie, avec des périodes sans traitement et d'autres où il faudra reprendre des traitements. Mais donc, on a beaucoup plus de patients à prendre en charge. Donc, c'est clair, il faut que les moyens suivent. Ça, c'est plus pour nos dirigeants. C'est un autre débat, mais le message est passé. Allez, une question plus pratique, on va dire, de Hélène. Quelle thérapie pour un cancer de l'œsophage non métastasé? L'immunothérapie est-elle une avancée pour ces cancers, professeur Blanc? Alors, clairement, on va dire oui. Maintenant, un bon nombre d'études cliniques qui se sont accumulées au cours de ces dernières années pour dire que l'immunothérapie va apporter un bénéfice dans le traitement des cancers de l'œsophage, pas seul forcément, c'est en association avec la chimiothérapie, mais ça permet de renforcer l'efficacité de la chimiothérapie et de prolonger la survie. Donc ce n'est pas chez tous les patients, et ça dépend du type de tumeur, donc tous les cancers de l'œsophage ne bénéficieront pas à l'heure actuelle de l'immunothérapie, peut-être plus tard, mais un certain nombre de patients pourraient en bénéficier. C'est pour les prochains mois, on est encore en attente de pouvoir utiliser ces produits remboursés. C'est tout un processus avant que ces produits soient utilisables. Mais les arguments scientifiques pour dire que certains patients peuvent en tirer bénéfice sont là. Quand vous dites les prochains mois, est-ce qu'on peut le dater plus précisément et on dépend de quoi? D'une autorisation d'utilisation, d'accord. On dépend d'une il y a plusieurs étapes, c'est un peu technique, mais il y a l'autorisation de mise sur le marché qui est européenne, et ensuite il y a le problème du remboursement, et ça prend un peu de temps, mais tant que le médicament n'est pas remboursé, il est difficile de l'utiliser. À l'image d'Hélène qui nous pose cette question, est-ce que vous avez l'impression que vos patients sont de plus en plus mieux informés? Et ils vont chercher... Parce que là, oui, tout à fait. Elle est en train d'anticiper une décision qui n'est pas... Voilà, donc c'est intéressant. Et ils vont chercher des informations sur Internet, et on est là pour y répondre, et justement aussi pour reclasser un petit peu, redonner un contexte plus général et voir avec eux si ça s'applique à eux ou pas. Tant mieux si nous y participons, j'en suis sûr que cet échange y participera. Professeur Blanc, Christiane pose une question. Alors, je sais qu'on en a parlé dans notre rencontre spécifique autour de ces cancers-là, mais quel est le pourcentage de survie pour un malade qui a un cancer du pancréas? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Le chiffre fait peur, c'est pour ça que c'était intitulé « Les cancers qui font peur ». Les chiffres actuels sont de l'ordre de 15% de patients vivant à 5 ans. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est hétérogène, ça dépend du stade de la maladie. Si la maladie est diagnostiquée à un stade précoce, avec nos traitements actuels, c'est plus que ça. Ça peut monter à 40-50%. Mais globalement, comme ce cancer est diagnostiqué assez tardivement, le résultat reste insuffisant. Alors, on fait référence à une émission qui effectivement est baptisée Ces cancers qui font peur. Vous pouvez la retrouver sur sudouest.fr et tv7.fr. Elle a été tournée, elle aussi, dans le cadre de cette journée spécifique que l'on mène avec le CHU de Bordeaux. Une question de Jacques, pour vous deux. Y a-t-il une corrélation entre la prise d'hypotenseur et le cancer du côlon? Alors non, pas directement. Alors pourquoi pose la question? Parce qu'il est concerné, ce monsieur, il nous le précise, je ne vais pas lire son courrier en entier, mais a priori... Alors... Par contre, on sait qu'il y a une corrélation entre l'alimentation, on en a parlé, l'obésité également, sans aller jusqu'à l'obésité, le surpoids. Et donc, effectivement, il y a une corrélation aussi avec l'hypertension. Donc, peut-être que ce monsieur a un antihypertenseur
parce qu'il est dans ce contexte surpoids, etc. Et dans ce cas-là, oui, il a un facteur de risque plus important de cancer colique. Alors surpoids, je ne sais pas, mais c'est pour mettre un peu de lierre dans notre échange, mais peut-être de la graisse d'oie, parce qu'il est en Dordogne, donc il y a peut-être un peu de nutrition un peu riche, mais on est tous clients de ce genre de produit. Allez, un petit peu de sourire. Professeur Blanc, que fait-on? Famille très particulière, nombreux cancers, grand-mère, mère, tante, ma sœur et moi-même, nous écrit Christiane, et actuellement un de mes neveux ont connu ou connaissent un cancer du pancréas. Plusieurs traitements existent pour le pancréas, protocole français, protocole américain. Quelles sont les différences? Peut-on envisager un vaccin? Ça, on avait déjà répondu à la question, mais elle est, entre guillemets, inquiète de voir qu'on lui propose peut-être différents protocoles dans différents cas de figure. Peut-être une question déjà globale. Est-ce que c'est courant ou pas de voir une même famille autant touchée par un cancer du pancréas? Non, c'est une situation assez rare, mais qui est décrite en France. On appelle ça des agrégats familiaux, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont des personnes qui font des cancers du pancréas, souvent jeunes, c'est entre 40 et 50 ans, sans qu'en général on arrive à très bien déterminer pourquoi, mais comme tout à l'heure je indiquais, il y a certainement des facteurs génétiques et l'indication à voir un généticien pour faire une recherche dans la famille. Donc ça, là, vu le nombre de cas, l'enquête d'oncogénétique est essentielle. Pour le traitement, il n'y a pas de traitement différent dans le monde. C'est-à-dire que les traitements faits aux États-Unis sont les mêmes que ceux qui sont faits en France. Donc les traitements standards sont les mêmes dans l'ensemble du monde. Et en France, dans l'ensemble des centres hospitaliers, ça, on peut rassurer sur ça. Les différences, c'est éventuellement sur les traitements innovants avec des molécules nouvelles qui sont utilisées, là, dans certains pays, pas dans d'autres. Mais si on peut rassurer sur le fond, on ne sera pas traité différemment et pas mieux traité aux États-Unis qu'en France. Très bien, on a répondu à la question de Christiane. Allez, une question d'Isabelle, c'est pour vous, professeur Vendrely. Les hémorroïdes peuvent-elles générer des cancers? Alors non, je vous rassure tout de suite. Mais la question est venue plusieurs fois. Mais effectivement, par contre, la présence de sang dans les selles, ça peut être un signe de cancer. Et donc, si on a du sang dans les selles, il ne faut pas conclure trop vite que c'est des hémorroïdes. Et il faut absolument aller voir un gastro-entérologue. Donc là, on rappelle tout ce qui est fait en matière de prévention du cancer colorectal. On l'a dit dans l'émission spéciale, mais il est important de le redire. Si vous n'avez pas reçu ou si vous n'avez pas tenu compte du courrier, la fameuse enveloppe bleue, etc., il faut aller voir son médecin traitant. Et alors là, je réagis juste sur le fait que ça, c'est quand on est en prévention en population générale. Si vous avez déjà du sang dans les selles, c'est pas la peine d'aller faire le test de dépistage. Il faut aller voir le médecin traitant, lui en parler. Et normalement, ça, c'est une indication de coloscopie. Très bien. Allez, une question peut-être encore plus technique, je vous la confie aussi. Quelles sont les avancées contre le gliome infiltrant du tronc cérébral? Alors là, c'est très spécifique aussi. Donc juste pour redonner le contexte, dans les gliomes, il y a quand même plusieurs types de tumeurs avec des grades différents. Et la tumeur la plus grave étant le glioblastome, qui est également... en termes de pronostic, sur à peu près les mêmes chiffres que ce qu'on connaît avec le cancer du pancréas. Et le tronc cérébral, c'est une partie extrêmement spécifique également. Alors, je vais être plus large. Les avancées en termes de glioblastome, c'est surtout pour le moment des avancées moléculaires avec des caractérisations plus précises et qui vont permettre de guider le pronostic et éventuellement les traitements. Là aussi, comme pour le pancréas, il y a énormément de recherches et on a besoin d'améliorer nos traitements qui restent insuffisants. Allez, une dernière question pour vous, mais on en aura d'autres après à partager. C'est Haïdé qui nous la pose. Est-ce que l'immunothérapie est conseillée pour le cancer du rectum? Alors, l'immunothérapie, elle est conseillée, ou en tout cas, elle a fait ses preuves chez un sous-type particulier de cancer du rectum qui représente moins de 10% des patients. C'est-à-dire qu'on va aller regarder, chercher certains facteurs sur la tumeur, en particulier on parle de cancer MSI, peu importe le terme, et qui vont dans ce cas-là indiquer qu'effectivement on va avoir une très bonne réponse avec de l'immunothérapie. Mais ça concerne vraiment peu de patients. Allez, je vais me tourner vers le professeur Blanc, chacun son tour. Mélanie, un dossier assez douloureux, comme vous en connaissez malheureusement beaucoup. Elle a perdu son mari en 2017. C'était un cancer de l'intestin grêle. Il avait 35 ans. Elle se demande si elle doit et quand faire surveiller, contrôler, dit-elle, leur fils qui a 7 ans. Alors c'est une question difficile. Le fait d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir un cancer... alors que l'on est jeune, fait suspecter une cause génétique. Donc je pense qu'il faut une enquête génétique qui peut être réalisée même si la personne qui a eu le cancer est malheureusement décédée. Ce qui est le cas. Donc ça peut quand même être fait. Et on peut le faire dès 7 ans?
Alors, on peut le faire pour les autres membres de la famille et voir s'il y a vraiment une anomalie génétique. D'accord. S'il y a une anomalie génétique, à ce moment-là, et si elle est transmissible, si on identifie une maladie transmissible, l'enfant peut avoir ce gène qui a été transmis et donc on fera le dépistage. On n'est pas dans l'urgence pour le faire. On peut très bien attendre quelques années de plus. À 7 ans, ce n'est pas l'âge où il fera une tumeur. Donc, on fait plutôt le dépistage chez l'adolescent ou chez l'adulte jeune. Mais encore une fois, si on a suffisamment d'arguments pour penser qu'il peut avoir cette anomalie. Donc, il faut l'enquête génétique avant. Voilà, une réponse pour Mélanie. Merci Mélanie de votre question. On a une question de Denis. Alors, on va peut-être déjà recouper. On va peut-être pouvoir répondre rapidement avec vous, professeur Vandrely. Denis nous pose la question, quels sont les symptômes qui précèdent le cancer colorectal? C'est la première question. Deuxième, comment prévenir? Je crois que ça, on a bien répondu. La prévention, on l'a donné. Les symptômes qui précèdent, on vient de le dire. Bon, s'il y a des saignements, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il peut y avoir effectivement des troubles du transit, en particulier une alternance entre une diarrhée, constipation. Sur une durée qu'on peut fixer, c'est-à-dire qu'il faut s'inquiéter à partir de quoi? D'une semaine, 2 semaines de troubles ou... Peut-être un petit peu plus. Un peu plus, quand même. Voilà, en général, ça apparaît progressivement. Non, parce qu'on a des gens qui nous suivent, qui se rendent compte qu'ils sont peut-être malades. Donc, on va peut-être pas affoler tous les gens qui... Non, tout à fait. Bon. Je me permets d'en plaisanter parce que c'est une réaction qu'on a eue tout à l'heure. On a Thierry. Alors, on parlait tout à l'heure de la bonne information des lecteurs de Sud-Ouest. J'espère qu'on y participe, ou les téléspectateurs de TV7. Thierry nous dit, j'ai lu récemment qu'il est possible de guérir certains cancers colorectaux métastasés. Qu'en est-il exactement? C'est une question pour vous. Alors oui, et c'est tout à fait vrai. Et on a fait énormément de progrès sur les cancers du rectum, du côlon métastatique, avec bien sûr les chimiothérapies. Et également la stratégie thérapeutique, c'est-à-dire qu'on peut amener des patients qui ont des métastases à une réduction de volume de ces métastases qui peut les amener vers la chirurgie. On peut combiner également de la radiofréquence, donc des traitements radiologiques, ou de la radiothérapie stéréotaxique. Donc on va combiner plusieurs traitements pour mettre en rémission complète, c'est-à-dire traiter toutes les lésions, la lésion primitive mais également les métastases, et chez un certain nombre de patients, amener à la guérison. Et ça, c'est vraiment des grands progrès sur les 20 ans. Donc Thierry, vous aviez raison, vous aviez été bien informé. On a des informations qui sont presque optimistes. Allez, une question de Joël. Elle est pour vous, professeur Blanc. Alors, elle est très technique, en tout cas pour le journaliste que je suis. À la place d'une duodénopancréatectomie céphalique, excusez-moi, pourquoi pas une pancréatectomie totale? Je crois qu'il va falloir que vous décodiez un peu avant de répondre. Alors, c'est effectivement technique pour décoder. Le pancréas est constitué à 3 parties anatomiques et très souvent, la tumeur est située dans la partie qu'on appelle la tête du pancréas. Et dans ce cas-là, le chirurgien ne va enlever que la tête du pancréas, mais il faut également enlever le duodénum qui est autour. C'est pour ça qu'on parle de pancréatectomie céphalique. Céphalique, c'est la tête. Et le duodénum qui est autour, ce qui est l'opération la plus habituellement faite. Alors, bien sûr, on pourrait enlever le pancréas en totalité. On peut vivre sans pancréas. Mais vivre sans pancréas, c'est être diabétique. D'accord. Si l'on n'enlève qu'une partie du pancréas, le risque de faire un diabète est moindre. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'éviter les séquelles de la chirurgie et de ne pas guérir à n'importe quel prix. Donc, on essaie d'éviter le diabète à la suite de la chirurgie, donc d'enlever le pancréas en totalité. Et sachant que le risque de récidive dans la partie qu'on laisse est pas important. Très bien. Merci sincèrement à toutes les personnes, toutes celles et tous ceux qui nous ont contactés, qui nous ont écrit. On est désolé, on a même dû à un moment fermer la boîte à questions. Il y aura, j'espère, et j'en suis persuadé, je vous remercie encore tous les deux, ainsi que les deux médecins qui sont passés, je vous rappelle, sur une autre thématique qui était les cancers pédiatriques. Tout est à voir et à revoir sur sudouest.fr et sur tv7.fr. Sera partagé aussi évidemment avec notre partenaire, le CHU de Bordeaux. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir répondu. On vous donne un rendez-vous, un autre, un peu plus ludique, bien qu'ici on ait beaucoup appris. On va remettre en route le challenge Tour du Monde. Ça avait été organisé l'an passé par Sud-Ouest en période de Covid pour nous permettre de nous dépenser et surtout d'apporter de l'aide. C'est pourquoi on vous en parle maintenant à la Ligue contre le cancer. Ça sera du 1er au 20 avril. C'est assez simple. Il suffit d'aller en ligne. Vous allez retrouver tout ça sur nos sites et sur les réseaux sociaux de Sud-Ouest et de TV7. Une petite somme. Vous courez, vous pédalez, vous marquez votre performance et vous regardez comment vous êtes classé et surtout, vous participez à la recherche contre le cancer. C'est l'objectif de toute cette journée spéciale organisée avec le CHU
CHU avec Sud-Ouest, avec TV7. Portez-vous bien, à très bientôt.